Madame, Messieurs, bienvenue pour cette deuxième émission de la démosophie et la 10e du CNT depuis le début de l'année. Ce soir, mercredi 27 janvier, avec nous pour parler de cette démosophie, Paul, Nathalie, Maurice et Delphine Cosme également avec nous présence. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, ce soir le thème qui sera abordé sera le thème de la parole juste et nous en profiterons également pour aborder la parole de femme qui est l'un des noms de cette action soutenue par le CNT. Delphine, est-ce que tu veux en dire un petit mot? Alors, tout simplement, effectivement, je répète encore une fois que ce n'est pas axé sur la religion, mais bien sur une action symbolique liée au fait que les gens sont plutôt spirituels, c'est-à-dire quoi axés sur de hautes valeurs que défend le CNT, que défend aussi la démosophie. Et donc, par conséquent, c'est une action qui a été soutenue volontiers par le CNT. Ça ne concerne évidemment que les personnes qui ont de hautes valeurs de partage, d'intégrité,
de fraternité et d'entraide. Cette action est liée à des lieux qui sont plutôt symboliques, de façon à se retrouver tout simplement facilement. Et l'action principale sera sur Lyon, évidemment. J'invite évidemment tous ceux qui ont envie de se lier à cette action, à se rapprocher de la basilique, de la cathédrale Saint-Jean de Lyon, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire que ce sera une action sans revendication, en silence, et qui sera tournée sur soi-même, voilà. Parce que les énergies sont spéciales, sont spécifiques, on déclenche quelque chose. Disons que la conjonction de plusieurs planètes déclenche au niveau de l'énergie ce sont des déclencheurs. Donc, on va essayer de les utiliser et de changer ce monde. Bien sûr, on a tous à l'esprit de pouvoir atteindre un monde meilleur, un monde de paix, un monde de sécurité, un monde, je dirais, qui ressemble à un petit paradis. Voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous en soyons à ce point-là. Donc, on va essayer d'aller vers cette amélioration et cette évolution plutôt. Ce serait presque un moment de recueillement, quelque part même. Oui, je pense que c'est plutôt quelque chose, un instant qui va être très bénéfique pour justement se rappeler ce pourquoi on est fait sur cette terre. La première chose, évidemment, c'est le respect de la planète en elle-même, mais aussi d'éviter cette opposition que j'évoquais à travers des petites vidéos. Une opposition, on n'est pas du tout dans la manifestation, on n'a rien à dire, on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin, on est dans un chemin d'involution et pas d'évolution, et on aimerait changer ce cours de l'histoire. Et quelqu'un me parlait d'inverser en fait la roue qui nous entraîne aujourd'hui vers le bas et de l'inverser pour justement s'élever plutôt vers des hautes valeurs. Et comme tu disais si bien sur certaines petites explications, en fait, on va vers un homme noble, et donc c'est totalement l'esprit de la démosophie. Cet homme noble, c'est quelque chose qui va être développé, je suppose, à travers d'autres à travers nos explications thématiques, mais effectivement, déjà dès ce soir, je crois que le passage qu'on va lire et qui mentionne la parole juste, puisque c'est le thème de ce soir, va déjà l'aborder un petit peu. Et finalement, on pensait parler de cette parole de femme plutôt en seconde partie pour terminer dessus. Mais puisque tu es là, effectivement, c'est une magnifique opportunité. Et on va profiter de ta présence, on va t'accaparer encore un petit peu pour qu'avec Nathalie, on puisse effectivement mieux développer comment c'est construit véritablement ce projet, parce que effectivement, je vais faire l'intervieweuse un petit peu farouche, hein, mais il est clair que ça a surpris beaucoup de personnes, parce que le CNT, jusque-là, on ne le connaissait pas vraiment sous l'aspect concentrons-nous aussi sur l'énergétique qu'on dégage. Et cet appel, finalement, qui n'est peut-être pas, mais ça, vous allez nous l'expliquer, Nathalie et toi, qui n'est peut-être pas exactement l'initiative même. Je ne sais pas exactement, là, il y a peut-être un petit flou à préciser si c'est vraiment l'initiative ou si c'est un accompagnement. Cette initiative, en tout cas, elle nous permet de faire un zoom sur cette thématique de l'énergétique. Oui, alors, rappelez-vous quand je vous ai fait la présentation de l'état-major et des différents thèmes qu'il y avait au sein des équipes opérationnelles. Une de mes équipes qui était prévue, c'est une équipe qui était en relation avec le culte. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des gens qui sont très croyants, qui appartiennent à des congrégations particulières, et ces gens attendent un discours particulier.
Et donc, moi, je voulais vraiment rallier absolument toute la population à notre, je dirais, essayer de faire connaître le CNT, le Conseil national de transition, à absolument tout le monde. Et un des vecteurs de communication est quand même les gens du culte. Et l'historique, en fait, c'est ça. C'est que je sais que Philippe Girard est en particulier en lien avec un certain nombre de personnes. C'est Philippe Laurent qui en avait parlé à plusieurs reprises. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser, on est trop avancé maintenant dans le CNT pour laisser des gens, entre guillemets, sur le bas-côté. Et il faut absolument qu'on soit aidé par des gens de l'intérieur pour pouvoir avoir la communication juste et le mot juste, voilà, justement. C'est vraiment, on revient toujours à la même chose, le bon état d'esprit, le bon vocabulaire. Et puis, ben voilà, j'ai été mis en relation avec le patriarche Jean-Guillaume Tell et ce fut un échange absolument je dirais, enfin, je sais pas, j'ai envie de le serrer dans mes bras. Je sais pas, c'est le premier coup de fil. Déjà, j'avais envie d'aller plus loin et il m'a rappelé, il m'a dit oui, je peux quelque chose pour vous et je ferai tout pour vous aider. Et il lui est venu cette idée-là. Voilà. Voilà l'historique en fait de cette opération. Par contre, il m'a dit, je vais regarder le calendrier puisque il y a quand même des choses qui sont intéressantes à remarquer. C'est que dans l'énergétique justement, on va avoir aussi des conjonctions planétaires qui vont être favorables ou défavorables. Ça existe depuis la nuit des temps. Ça s'appelle l'astrologie. Tous les grands de ce monde ont utilisé l'astrologie pour je dirais, instruire, enfin, pour prendre des décisions. Et c'est comment dirais-je, une des raisons aussi pour laquelle nous avons opéré d'une certaine façon en mettant un peu d'énigmes, puis en donnant un peu plus de précision, puis en essayant d'aller plus loin et finalement de ne laisser aussi aux gens qu'une certaine l'équivalent à peu près de 7 jours d'information pour participer à cette opération. Alors, Nathalie peut-être peut en dire plus sur après l'arrière-plan en fait de l'opération, puisque elle est plus enfin, dans un autre plan, mais voilà comment, en ce qui me concerne, j'ai déclenché les choses. Si Nathalie a envie de préciser d'autres points, non, c'est bon, oui, voilà. Oui, je vais préciser d'autres points, mais bon, tu as déjà dit la plupart de ce que moi je voulais dire en fait, donc il n'y a pas de souci. Moi, je dis simplement, effectivement, j'insiste beaucoup que le CNT est venu en soutien. Hein, on n'a pas été, en tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, je vous donne ma vision des choses. N'a pas été en soutien, enfin, a été en soutien de cette opération, mais n'a pas été l'initiateur de cette opération. Donc, la campagne d'information, alors effectivement, je suis tout à fait consciente que la campagne d'information n'a peut-être pas été claire parce que nous-mêmes, nous avions les informations qu'au compte-gouttes dans la mesure où Guillaume ne voulait pas que nous présentions toutes les informations d'un seul coup. Il a voulu faire un appel pour le 18 et puis après un appel pour le 21 et ne voulait effectivement que toute l'opération ne soit dévoilée dans son intégralité qu'à partir du 24 janvier. Voilà, donc nous avons respecté ces consignes de Jean-Guillaume parce que ça lui tenait à cœur pour des raisons plus peut-être spirituelles. Enfin, je ne lui ai pas posé de questions à ce propos-là. Jean-Guillaume, en fait, effectivement, il est patriarche de la chapelle de Guillaume Tell à Lausanne, mais a demandé en fait aux Suisses, hein, les Suisses apparemment étaient vraiment partants pour cette opération
spirituel, mais je reviendrai sur le terme de spirituel un petit peu plus tard. Mais il tenait vraiment à ce que cette opération soit à l'initiative de la France et particulièrement effectivement de la primatiale Saint-Jean de Lyon, puisque historiquement la primatiale Saint-Jean de Lyon tient une grande place, puisque c'est le primat des Gaules. Et alors pour une image que Jean-Guillaume n'aime pas du tout, mais je pense que pour le faire comprendre à tout le monde pourquoi ce choix, eh bien c'est tout simplement par la primatiale des Gaules, eh bien c'est un peu l'Élysée. Voilà, donc c'est le lieu où toute l'autorité, d'où part toute l'autorité en fait sur tous les autres édifices de France et de Navarre. L'objectif, effectivement, ce n'était pas de dire que les femmes devaient prendre la suprématie sur les hommes. C'est un appel aux femmes à reprendre leur souveraineté en effectivement reprenant les lieux de culte, les lieux spirituels. Ce n'est pas une opération purement religieuse. Et voilà, parce que la spiritualité n'est pas forcément affiliée à des dogmes religieux. Comme je le dis sur la vidéo, toutes les religions ont une spiritualité, mais la spiritualité, pour moi en tout cas, n'a pas nécessairement de religion. Cette opération est... J'ai un petit... Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ici, je partage, si tu veux, la façade de la... Ah oui, de la primatiale. Voilà. Donc cet appel a été lancé effectivement à toutes les femmes du monde entier, de toute obédience, croyantes, non croyantes. Voilà, c'est vraiment plus une action pour ce que j'appellerais, et peut-être il faudra revenir sur cette notion de féminin sacré, mais en tout cas les hommes, et Jean-Guillaume l'a bien dit sur une de ses vidéos, les hommes sont en soutien des femmes pour cette opération et les hommes ne sont absolument pas écartés de cette opération. Maintenant, pourquoi effectivement Alors, je voulais aussi revenir sur une chose qui me paraît importante. Jean-Guillaume est effectivement patriarche, mais n'oublions pas qu'Éric a fait une vidéo qui s'appelle « Appel aux croyants » et donc que lui-même n'a pas oublié les gens de toute obédience. Et dans cette vidéo, Éric insistait bien sur le fait que toutes les religions étaient porteuses d'harmonie, étaient porteuses d'amour, et que quelles que soient les religions auxquelles nous nous reconnaissons, enfin, dans lesquelles nous nous reconnaissons, eh bien, il y a toujours ces notions humaines de l'homme humain qui est au cœur même de la démosophie. Et lors de cet appel, eh bien, effectivement, Éric a insisté sur le fait que l'on soit rabbin, que l'on soit prêtre, que l'on soit de religion musulmane, voilà, de n'importe quelle religion, le discours est toujours une spiritualité qui va dans le sens de l'amour, de l'harmonie, et qui sont quelque part des valeurs, non pas que les hommes ne les portent pas, mais qui sont, je pense, les valeurs qui s'incarnent dans la femme. Et quand je dis la femme, eh bien, il faut savoir que je parle de la femme avec un grand F, puisque chaque homme a une part féminine en lui, chaque femme a une part masculine, et qu'il s'agit ici d'accéder à une complétude de ces deux principes cosmologiques, et qu'il n'y a en rien, effectivement, une transformation du CNT en secte ou en religion, quelle qu'elle soit. Alors, je ne sais pas si tu me permets là maintenant de venir pourquoi le 28 et le 31 janvier, ou est-ce que... Vas-y. Alors, pourquoi avoir choisi le 28 et le 31 janvier? Tout simplement parce que, alors ce n'est pas, j'ai fait mes propres recherches, hein, je pensais que Jean-Guillaume le dirait, mais en fait, a priori, ça n'a pas forcément été très clair. Eh bien, tout simplement parce que astrologiquement, ce soir, c'est la pleine lune. Il faut savoir que quand la lune est au sommet de sa course, en fait, hein, toutes les énergies sont vraiment les plus fortes. Quand il y a pleine lune, eh bien, la lune se situe entre la Terre et le Soleil. Et nous avons d'autres conjonctions planétaires qui sont en place aujourd'hui
et qui permettent d'avoir énormément d'énergie. Alors, je crois, moi, je ne suis pas astrologue, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce sujet. Nous avons Jupiter, Saturne qui sont en Verseau, donc savoir que nous rentrons effectivement dans l'ère du Verseau. Alors, j'ai été faire mes petites recherches et bien tout simplement un astrologue dit l'astrologie n'est pas la science pour prédire l'avenir, pour prédire le futur, pour savoir ce qui va nous arriver. Vous avez certainement entendu parler de la résonance de Schumann, qui, je crois, si mes souvenirs sont bons, atteint 8,73 Hertz. Voilà, Schumann a mis en exergue ce que disaient d'anciennes paroles de sages, et notamment en Asie, que la Terre avait une vibration, un battement de cœur, d'où la différence entre la planète Terre et Gaïa, puisque Gaïa est un être vivant qui a des battements de cœur, et cette fréquence s'appelle aujourd'hui la résonance de Schumann, de l'appellation de celui qui a vraiment mis en exergue cette vibration. Des expériences ont été faites par la suite et on s'est rendu compte, tout ça c'est scientifique, donc j'ai voulu ramener un petit peu ce sujet à quelque chose de plus cartésien et de plus rationnel. Bien toutes les hommes, en fait, il se trouve que quand les hommes sont séparés de cette vibration de la Terre, ça a été fait sérieusement par des recherches purement scientifiques, et je crois que c'est le professeur Koenig qui a fait ça, qui a isolé des êtres humains, qui les a mis dans une chambre hermétique, sans lumière, sans repère temporel, vraiment éthique. Et ils se sont aperçus qu'au bout de quelques temps, eh bien, il y avait une désynchronisation des fonctions purement corporelles, il y avait une désynchronisation des fonctions mentales, il y avait même une variation de la température du corps humain. Et ils ont ensuite fait entendre à ces personnes la fréquence de Gaïa, et soudainement, eh bien, tout s'est remis à fonctionner parfaitement. Donc, il y a une corrélation en fait entre cette fréquence de Schumann et les ondes cérébrales. Voilà, la fréquence de Schumann, la fréquence de Gaïa, le battement de cœur de notre planète, eh bien, est la garante de notre bonne condition physique, de notre bonne condition morale. Donc, pour en finir, je dirais que si la Terre a une résonance, eh bien, il est évident que les autres planètes ont aussi une résonance à une fréquence qui leur est propre, et que la conjonction planétaire, je suppose, mais là, il faudrait poser la question à un astrologue, je suppose que toutes les fréquences, quand elles sont en conjonction de telle ou telle manière, influent aussi sur les ondes cérébrales humaines. Là, il faudrait poser la question à un spécialiste. Moi, je ne suis pas, ce n'est que le fruit de mes recherches que j'ai faites pour ce Zoom. Et finalement, pour prendre quelque chose de très concret, eh bien, si la Lune, l'attraction de la Lune a une action sur les mers, sur l'eau, eh bien, voilà, on sait que la Lune est partie prenante dans les marées. Eh bien, il est fort probable que l'être humain étant constitué à, je crois, vous me direz si je me trompe, à 60% d'eau dans son corps, il est fort probable que cette lune a elle-même aussi des influences sur le corps humain, puisque nous sommes essentiellement constitués d'eau. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu le plus brièvement possible, le plus clairement possible aux interrogations qui se sont posées. Et voilà, pour terminer, je dirais qu'on avait vraiment très peu d'informations. Il a fallu faire passer le message du mieux possible avec nos moyens, les informations que nous avions. Et voilà, je suis vraiment désolée si le message est mal passé, mais sachez que voilà, on a fait un gros travail derrière. Voilà, la vidéo, j'ai eu de l'aide, et voilà, mais on a tous travaillé d'arrache-pied pour faire ces vidéos et pouvoir être les plus explicites possibles, tout en ayant nous-mêmes que peu d'informations en fait qui nous sont arrivées au goutte à goutte. Voilà. Merci. Et alors juste pour finir, je voulais juste, excusez-moi, c'était juste par rapport aux témoignages de femmes. Effectivement, il y a des personnes qui ont dit c'était très étrange d'avoir des femmes qui sont dans l'ombre et qui disent qu'elles vont apporter la lumière. Moi, j'ai laissé parler mon cœur de femme parce que dans cette aventure, même s'il y a eu effectivement
des incompréhensions, et je pense qu'on peut rebondir là-dessus pour créer des choses très positives, parce que je pense que toute incompréhension, si on est intelligent, eh bien, on peut effectivement s'écouter, et puis après s'être écouté, parce que ça fait partie de la communication aussi, c'est un des piliers de la communication qu'on oublie souvent, l'écoute. Nous sommes des personnes intelligentes, nous pouvons nous comprendre, nous pouvons rebondir sur ce qui s'est passé. Mais j'ai eu aussi beaucoup de témoignages de femmes. Je ne m'attendais pas à avoir autant de témoignages. Et mon cœur de femme a parlé. Je n'ai pas eu le cœur de couper ces femmes qui parlaient avec amour, avec harmonie, qui, voilà, vous voyez, j'en ai la chair de poule. Je suis désolée parce que ces témoignages m'ont vraiment émue. Et je ne me voyais pas, moi, le droit de couper ces femmes parce qu'elles ont eu une parole d'amour, et moi, je ne voyais pas pourquoi j'allais couper ces femmes. Alors, il y en a une simplement, j'ai coupé parce que c'était vraiment tout noir, mais j'ai laissé sa parole. C'est pour ça que cette femme, il n'y a pas de vidéo. Mais voilà, ces femmes m'ont beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue. Et voilà la raison pour laquelle eh bien, j'ai laissé ces vidéos. Et effectivement, je me suis fait la réflexion. Il y a peu de lumière, certaines. Mais finalement, est-ce que ça a tant d'importance que ça? Parce que c'était vraiment pour moi ce qu'elle disait avec le cœur, parce que je crois que cette ère du Verseau, il va falloir faire parler son cœur et de faire parler son mental. Voilà, c'est ce que nous dit aujourd'hui l'ère du Verseau. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces explications d'abord à cœur ouvert. Et merci pour ton implication et ton aide dans la concrétisation de tous ces reportages. Et je laisse juste la parole à Paul qui lève la main. Avant toute chose, il faut quand même remercier toutes ces femmes qui ont pris du temps et qui ont répondu très, très, très rapidement à l'appel. Et ce qui prouve qu'au CNT, on est extrêmement réactif. Et je leur en remercie. Alors, du fond du cœur, merci, merci. Voilà, c'est ma dernière intervention. Paul, à toi. Voilà, moi je voulais intervenir en tant qu'homme, forcément. Et quand j'ai appris il y a quelques temps là, cette vidéo, je me suis senti assez en phase parce que depuis un bon mois, je pense, dans mon action locale, dès que je rencontre une femme, j'ai ce discours enfin, j'ai des discussions et je vois qu'il y a des réunions de beaucoup de femmes, donc il y a des réunions de femmes et bon, moi je suis pas invité forcément, mais je vois qu'il y a des choses qui se passent vraiment très importantes et dès que je vois des femmes, je les motive, je leur dis, je les soutiens, disons. Je les soutiens et je leur demande de retrouver leur souveraineté vraiment parce que j'ai comme l'impression que c'est un truc assez essentiel. Et même chaque fois que j'en parle, j'ai des remontées émotionnelles assez fortes que je ne comprends pas, mais j'essaye pas de comprendre. Mais je sens que c'est très important dans cette période que les femmes retrouvent leur souveraineté, les hommes aussi, mais ça va passer par les femmes. Et chaque fois, je dis aux femmes que, bon, je parle au nom des hommes, j'ai aucun droit, mais je leur dis qu'on vous soutient, on vous attend, je dis toujours, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'on les hommes, on attend que les femmes réagissent. Et bon, je vois qu'il y a eu des périodes, matriarcales, et là, on sort d'une période patriarcale où les hommes ont été violent, c'est même pas c'est un petit mot, pas très correct avec les femmes et qui les ont brimées, et qui les ont empêchées de brimer leur souveraineté, quoi. Et voilà, il est temps là maintenant que les femmes se réveillent. Moi je dis, je sais pas si c'est bien, mais elles se réveillent et les hommes vont les suivre. Et ça ne va pas être une question que ce sera les femmes qui prendront le pouvoir et refont une société matriarcale qui a pu être abusive aussi dans des temps. Mais là, je crois qu'avec l'ère du Verseau, ça va être l'union du masculin et du féminin, vraiment. Et bon, moi, j'appelle ça l'ère de Tsadé. Ce n'est pas du tout une question de religion, mais dans
dans les lettres hébraïques, il y a une lettre qui représente cette union de l'homme et la femme, et cette lettre hébraïque, et l'homme et la femme ne se regardaient pas, les deux branches se regardaient différemment. Et là, c'est la seule lettre hébraïque qui, dans la tradition, dit qu'elle allait changer de forme. Et maintenant, les deux, l'homme et la femme, se regardent enfin. Voilà, donc je pense que moi, je soutiens cette action. Je ne pense pas que j'irai à Lyon, mais je pense que s'il y a une action dans mon coin, je participerai en tout cas, volontiers. Aujourd'hui, j'ai eu le grand bonheur de passer toute la journée avec que des femmes et des enfants, parce qu'il y avait un anniversaire d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, d'ailleurs, des enfants non scolarisés fantastiques. Dès que je vois un enfant, on sait tout de suite s'il est scolarisé ou pas scolarisé en général. Mais en tout cas, il y avait des mères qui avaient réagi, qui avaient sorti leurs enfants de l'école, et plein de femmes fantastiques. Et bon, on avait plein de très bons gâteaux, c'était assez agréable aussi. Et ben voilà, je me suis régalé avec cette énergie féminine et tous ces enfants fantastiques. C'est pas Voilà, que toi, merci à tous. tu t'es régalé? Et avec les gâteaux aussi. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a des gâteaux, t'es pas loin. En tout cas, merci pour. Alors, il y avait au moins 20 gâteaux fantastiques. Mais bon, voilà, j'étais vraiment content. Bon, il y a un homme qui est venu à un moment, mais tranquille. Mais donc j'écoutais leur conversation de femmes et c'était très agréable. Et j'essayais comme je suis un vieux, ben, ça passe mieux peut-être maintenant. Je pense que je ne les ai pas gênés, mais je sais que dans leurs discussions et leurs réunions de femmes, c'est très important ce qui se passe. Peut-être que les hommes, il faudrait qu'ils arrivent à en faire aussi, mais bon, on verra. Peut-être qu'ils vont réussir aussi. Merci, Merci Paul. bien. Alors, concernant la parole juste, si vous voulez bien, je vais juste reprendre la lecture d'un passage de la démosophie précisément qui parle exactement de ce terme et qu'on peut trouver sur la page 203 de l'édition 2020 de la démosophie. D'ailleurs, Delphine, à ce sujet, est-ce qu'on a du nouveau concernant les commandes de livres? Est-ce qu'elles sont prochainement actives sur le site? Comment ça se passe pour ça? Avant que je commence ma lecture. Oui, alors pour les commandes de livres, on attend encore juste ce qui nous manquait, c'est un système d'emballage sécuritaire entre guillemets pour le livre. Et j'ai fait une commande, mais qui apparemment ne sera livrée que dans quelques jours. Et donc, dès que c'est réellement réceptionné, de façon à ce qu'on ne puisse pas faire attendre inutilement les gens, eh bien, on déclenchera la possibilité de faire des achats. Voilà, de façon à être sûr de pouvoir les expédier et rapidement. Donc voilà un petit peu l'idée. L'idée, c'est que oui, on ait un emballage dédié qui a été commandé, mais qui tarde à arriver. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tout simplement retardé les achats. D'accord, ben merci beaucoup pour les infos. Et alors, la lecture de la page concernée. Hop là, voilà. Alors, ce qui fait le genre humain, c'est la parole. Or, celle-ci se situe entre la pensée et l'acte. Si la parole n'est que le mensonge, celui qui la reçoit ne peut s'y fier, et il le sait très vite. Il sait que, n'ayant pas de valeur, cette parole ne peut être utilisée ni comme information sûre, ni comme promesse valable. Or, si elle n'a pas de signification réelle, quelle différence avec les aboiements d'un chien? En quoi est-elle plus utile? Mettre en accord pensée, parole et acte demande un effort permanent, mais c'est avant tout parvenir à se mettre en accord avec soi-même. C'est donc vivre mieux. Le parler juste enrichit celui qui le pratique, d'abord parce que cela exige un effort positif de la pensée, mais aussi parce qu'il en découle une logique qui le valorise, justifie ses actes et l'élève en dignité. Par ailleurs, le parler juste entraîne le penser juste, la justesse mentale, l'honnêteté intellectuelle, diraient certains, nécessaire pour évoluer. Combien d'enfants, mais aussi d'adultes,
n'aime pas un plat parce qu'il ne pense pas juste, c'est-à-dire pour des raisons très différentes de son goût, à cause d'une origine, d'un mauvais souvenir, d'une apparence, d'une idée préconçue de 1000 façons, jusqu'à un nom qui sonne mal à l'oreille. Chacun de nos sens s'éduque, et sans la justesse de pensée, comment apprendre à différencier une croûte d'un chef-d'œuvre? Comment apprécier la grande musique que les musiciens les plus modernes, de Louis Armstrong à Michael Jackson, reconnaissent à une dimension inégalée? Comment aimer les belles choses si on ne sait pas les reconnaître? Sans cette éducation des sens, on reste dans les goûts les plus simples, on aime ce que les médias nous demandent d'aimer, on se prive de tout raffinement et de toute personnalité, on condamne l'art à disparaître. À quoi servirait l'art culinaire dans un monde où tous les gens se satisferaient d'un femme brouée style hamburger ou congelé micro-ondes? Pourquoi des musiciens perdraient-ils du temps à composer de belles œuvres si les gens préfèrent la cacophonie rythmée? Quand un homme parvient à penser juste, parler juste, agir juste, et qu'il accorde les trois, alors il est un homme noble. Et cette qualité humaine est complètement indépendante des conditions extérieures, qu'elles soient sociales, religieuses ou autres. L'état d'homme noble, c'est remplir pleinement les conditions de dignité d'être humain. Ce n'est pas seulement se parfaire soi-même en aiguisant ses sens, en agissant avec honneur ou en développant ses activités mentales. C'est aussi s'ouvrir au monde, aux autres, s'admettre comme n'étant qu'un élément d'un ensemble, donc adopter les règles communes de relation avec les autres, règles qui sont indispensables à l'harmonie générale. Cet extrait, vous le trouvez page 203, elle déborde un petit peu sur la page 204 dans l'édition 2020 de la Démosophie. Et elle dit beaucoup de choses sur la parole juste. Elle nous montre que c'est un exercice aussi de chaque instant pour réussir à être toujours en phase avec ses pensées, ses actions. Et quel est le troisième d'ailleurs? C'était mettre en accord pensée, parole et acte. Parce que la parole, elle se situe entre la pensée et l'acte. Ce qui veut dire que quand elle n'est pas en phase avec la pensée, effectivement, c'est interpellant. Maurice, ça t'inspire quelque chose? Allô, oui, volontiers. Vous m'entendez comme ça? Oui, il se trouve qu'un jour ou deux, je ne sais plus, j'ai eu l'occasion de discuter avec Nathalie justement un petit peu de ces problèmes. Nathalie, c'est la personne qui affiche Kéridouane 21 pour les personnes qui regardent le chat. Enfin, le on appelle ça. Comment dire, je voudrais répéter ici devant tout le monde une petite anecdote que je lui ai racontée. Je lui ai dit que depuis le début des Gilets jaunes, à l'époque où mon genou le supportait encore, j'ai beaucoup marché avec eux et ça m'a appris énormément de choses. Notamment que beaucoup de gens n'avaient pas le vocabulaire suffisant pour s'exprimer correctement en français. Ça m'a été confirmé par Nathalie justement, c'est pour ça que j'y pense. Et ça aboutissait au paradoxe extraordinaire qui m'a bluffé au-delà de toute mesure. J'étais vraiment ébahi, estomaqué, comme on dit dans le Midi. C'est-à-dire que j'assistais à des joutes verbales antagonistes de personnes qui pensaient et qui disaient la même chose avec des mots dont ils attribuaient chacun un sens différent, ce qui aboutissait à une espèce de pugilat verbal, alors qu'ils étaient rigoureusement du même avis, parce que j'ai pu capter à travers les inflexions de la voix, etc., tout ce qui est gestuel qui accompagne le discours sémantique. J'ai capté, j'ai très bien compris, et j'ai essayé à mon tour de les mettre d'accord. Et ça aboutit à une incompréhension à 3 au lieu de 2. Et c'était assez amusant, et je regrette de ne pas avoir eu assez de mémoire, il y a plus d'un an de ça pratiquement, pour avoir la capacité de vous répéter quasiment mot à mot les sources de ces incompréhensions. J'ai beaucoup médité là-dessus ensuite, et bien entendu, je l'avais déjà acquis dans ma tête, mais j'en suis arrivé à l'ultime conclusion que la plupart des disputes, des malentendus et tout, viennent d'erreurs sémantiques. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord pour attribuer le même sens au même mot,
évidemment, il n'y a plus aucune communication possible. Heureusement, la nature nous a pourvu de mimiques faciales qui sont très utiles dans la communication. C'est justement ce que le gouvernement mondial combat en nous imposant une muselière qui ne muselle pas que la parole, mais également les mimiques faciales qui sont les premiers mots hors du langage qu'apprennent les bébés, par exemple, grâce au sourire de leur maman et de toute la famille qui s'intéresse à eux. C'est ce qui les encourage et ce qui leur donne la force d'apprendre leur langue maternelle sans le moindre effort de leur part. Bien entendu, tout ça coule de source et on ne peut plus naturel. Mais donc, je me souviens avec Nathalie aussi, je lui avoir dit, bien sûr, ce qu'elle connaissait déjà, et lui avoir rappelé le mot de ce formidable prix Nobel qui a dit mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Évidemment, tout le monde aura reconnu Albert Camus, mais enfin, je le précise pour ceux qui l'auraient oublié, parce que à mon âge, on sait que la mémoire commence à faire un peu défaut et qu'elle est parfois bien infidèle. Voilà, je voulais insister là-dessus. D'ailleurs, Camus a repris des auteurs anciens qu'il connaissait également, parce que c'est une pensée grecque bien antérieure à sa naissance et de plusieurs dizaines de siècles. Mais enfin, il a le mérite de l'avoir dit dans un langage moderne, en français, au lieu que ce soit exprimé en grec, parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui connaissent le grec ou le latin actuellement, et c'est bien dommage, et on enseigne de moins en moins, et ça aussi c'est bien dommage, et c'est fait à dessein pour couper le peuple de ses racines, de sa culture, et quand vous pensez que le président de la République, qui est en théorie gardien des institutions, a osé dire qu'il n'y avait pas de culture française, peut-être lui n'est pas au courant, mais le bas peuple sait très bien qu'il existe une culture française dont il fait partie, dont il se nourrit et qu'il a porté au point d'élévation où il en est actuellement, même si d'autres efforts antagonistes essaient de nous rabaisser par tous les moyens possibles. Voilà, à ce niveau, on est assez dit, me semble-t-il. Je vous rends la parole. Merci. Merci. Nathalie, est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Alors oui, moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Maurice. Effectivement, moi, de par mon métier, hein, puisque avant d'être voix off, je suis aussi formatrice en langue et effectivement, je m'aperçois qu'il y a un appauvrissement énorme du vocabulaire, que effectivement les gens ont à leur actif très peu de mots pour s'exprimer et effectivement, ça va donner lieu à des amalgames, mais ça va aussi donner lieu à de la violence, puisque à partir du moment où on n'a plus les mots suffisants pour s'exprimer, eh bien, effectivement, on en arrive à avoir de la violence, alors que les mots, je pense, sont suffisamment vastes et suffisamment profonds, qui, si on les utilise avec discernement, eh bien, peuvent nous permettre effectivement de nous comprendre et puis de pouvoir éviter d'en arriver à des conflits. Vous savez, on dit toujours le conflit en développement personnel, les conflits, ce sont deux inconscients qui se parlent. Voilà, hein, donc de l'inconscient, on est loin de la conscience, donc de cette intelligence dont nous parle Eric dans Démosophie. Moi, je tiens à ajouter quand même quelque chose, parce que la communication, nous sommes dans soi-disant une ère de communication et je pense que nous n'avons jamais si mal communiqué que depuis que nous sommes dans une ère de communication. Très certainement parce que les technologies que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous ôtent cette faculté de communication, même si on nous laisse à penser le contraire, et j'en reviens à ce monde à l'envers. On nous dit des choses, mais si on regarde au-delà des apparences, eh bien, il se passe tout à fait autre chose. Il y a la communication, il y a deux choses essentielles, il y a deux piliers, il y a l'écoute et il y a la parole. Or, je pense que l'écoute est quelque chose que nous ne pratiquons jamais. Platon, et attention, je dis nous parce que je m'inclus effectivement dans la problématique, c'est-à-dire qu'avant de contredire l'autre, il serait bon d'écouter ce qu'il a à dire. Et effectivement, comme le dit Maurice, si on savait s'écouter, eh bien vraisemblablement, on se comprendrait mieux et on aurait des arguments suffisants et la parole serait vraisemblablement, en tout cas, beaucoup plus juste. Sachant que la parole, eh bien, les mots ne sont que 10% de la communication, et 90% représentent la part immergée de l'iceberg,
c'est-à-dire tout ce qui va constituer. Alors, je ne sais pas, Didi, si tu veux montrer la carte Népal-territoire, si ça donnerait. Je vais te le proposer, justement. Super. Hop. Une petite présentation que tu nous as faite. On va essayer de zoomer un peu. Est-ce que ça a marché? Alors, moi, je ne vois pas. Ah, si, ça y est, c'est bon. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Donc, effectivement, vous voyez que nous avons une information extérieure donc qui va nous arriver. Et vous voyez, personne, en fait, c'est marqué « Ma carte du monde n'est que territoire ». Alors, je m'explique parce qu'effectivement, l'information que nous allons recevoir de l'extérieur va devoir passer différents filtres. Donc, eh bien, ces filtres vont être ce qu'ils appellent là sur le dessin les filtres génétiques, c'est-à-dire tous nos filtres familiaux, nos filtres religieux, nos filtres socio-culturels, nos filtres pédagogiques, nos croyances qui peuvent être effectivement des croyances ouvertes ou des croyances au contraire limitantes. Je pense qu'ils ont oublié ici l'expérience, notre propre expérience personnelle que nous avons fait jusqu'à présent de la vie. Et cette information va passer un autre filtre qui, lui, appartient à nos sens humains, c'est-à-dire la vision, l'auditif, hein, comme vous pouvez le lire sur le dessin. Et tout ça, ça va aboutir à ce qu'on appelle ma carte du monde. Et donc, ce n'est qu'une partie de la réalité parce que effectivement, je l'ai filtré à travers tous ces filtres dont nous n'avons la plupart du temps pas conscience. Et donc, du coup, je me permets de dire que la carte n'est pas le territoire parce que, évidemment, quand vous consultez une carte régionale, alors je sais qu'aujourd'hui, on a le GPS, donc on utilise très peu la carte, mais voilà, moi, je fais partie de cette génération qui a eu entre les mains des cartes. Donc, effectivement, quand on consulte une carte régionale, cette carte n'est pas la totalité du territoire français. Voilà, donc du coup, donc il faut vraiment. Alors attends, Didi, parce que tu me dis de. Moi, tu sais, je suis pas une fan d'informatique. Alors, option d'affichage. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas, tu me demandes de passer en plein écran et du coup, je sais pas comment faire. C'est moi qui t'ai marqué. Si tu veux voir que la diapo, il faut passer en mode présentation, mode plein écran. Alors attends, parce que là, du coup. Alors moi, j'ai quitté le. Si c'est toi qui partages. Non, c'est Delphine qui partage du coup. Eh ben alors, c'est Delphine qui doit passer en mode plein écran. Donc, je sais pas. Voilà, donc vraiment, je voulais dire ça. Et si on veut atteindre cette pensée, cette métavie, cette parole juste, hein, eh bien, il faut effectivement avoir conscience de tous ces filtres. Et ça fait partie d'un travail personnel, ça fait partie de cette phase du connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, commandé par Socrate à Delphes, si mes souvenirs sont bons. Et il est important effectivement de connaître tous ces filtres, d'aller visiter son intérieur de façon à avoir une vision de la réalité qui soit beaucoup plus juste. Il est bien évident que si je vous demande de mettre des lunettes roses, vous verrez le monde rose. Si je vous demande de mettre des lunettes noires, vous verrez le monde en noir. Donc tout ça, ce sont des filtres. Et je crois que pour avoir une communication juste, il faut être conscient de ces filtres que nous avons tous, parce que nous avons été formés, entre guillemets, de cette manière par notre éducation et d'autres choses. Voilà pour la carte Népal, le territoire. Merci. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, me dire ce que vous en pensez. Et je voudrais bien rajouter, oui, effectivement, tu as repris là le titre de l'ouvrage de Korzybski qu'il a écrit à peu près dans les années 50. Hein. La carte n'est pas le territoire. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des intellectuels ou des érudits qui ressentent ce phénomène ou qui l'ont mis en œuvre. Par exemple, dans le domaine artistique, Magritte a révolutionné une partie du petit monde de l'art quand il a publié ce tableau avec une pipe et légendé dessous. Ceci n'est pas une pipe, effectivement,
ça n'est que l'image d'une pipe, la reproduction d'une pipe, mais une pipe pour fumeurs, s'entend, hein, bien entendu. Donc, ce n'est pas une pipe, mais c'est l'image. Et dans le cerveau, de tout petit, on apprend, on construit son vocabulaire comme ça. Ça, c'est une chaise. Le gosse voit une chaise, mais il comprend intuitivement, le cerveau décode le fait que quand il y a 4 pieds, un dossier, etc., tout ce qui ressemble à cette forme-là, c'est un nom générique, chaise, de même qu'un arbre, quand il y a un tronc et des branches, des feuilles, il comprend que n'importe quel arbre s'appelle un arbre et qu'une fourchette, qu'elle soit à sa taille d'enfant ou une fourchette d'adulte ou à 3 dents seulement, eh bien, c'est toujours une fourchette. Et donc, l'enfant est habitué à généraliser, c'est-à-dire à faire une montre du cas emblématique général en partant d'un exemple précis. Et justement, c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne en général. En partant d'un cas particulier, singulier, une expérience unique, eh bien, il arrive à généraliser le comportement à une échelle plus grande. Et ça se fait notamment en mathématiques aussi, tout naturellement. Et quand on a introduit dans les années 55-60 les prétendus maths modernes, etc., où on prétendait aller du général au particulier, ça a été un désastre parce que, évidemment, c'était peut-être des belles formes et du fin de mathématiques pour des personnes ayant étudié des mathématiques supérieures, mais vis-à-vis des écoliers qui n'arrivaient toujours qu'avec beaucoup de difficultés à compter des lentilles ou des pois chiches en les séparant parce qu'ils les mélangeaient, ou au contraire en voulant les mélanger pour voir la notion de nombre et de quantité, ça a fait un désastre abominable. Je me souviens de séances à l'école, comment dire, ubuesques, quoi. C'était inimaginable. Donc, ces grandes cervelles qui avaient voulu imposer ça dans le domaine de l'éducation, évidemment, ça a été un fiasco général, hormis quelques personnes particulièrement douées dans l'aspect mathématique de ça, qui sont arrivées à surnager, à jongler avec ces concepts, mais ça a été très difficile. Voilà. Bon, c'est tout ce que je veux rajouter là-dessus. Mais les artistes sentent ça très bien, et je crois que celui qui l'a le mieux exprimé, c'est Magritte avec l'histoire de la pipe qui a fait florasse depuis. Merci Maurice. Et puis, on avait. Alors, j'ai un autre passage aussi à propos du langage que j'ai retrouvé, qui est page 204, il me semble. Attendez. Non, pas 204, un petit peu après. Oui. À propos du langage, justement, toujours, c'est page 205, au début de la page 205, un passage que j'apprécie particulièrement, où Eric écrit « Il en est de même pour tous les sentiments. Les mauvais n'exigent que la petitesse d'esprit, tandis que les bons nécessitent des efforts constants et des qualités supérieures. C'est cette petitesse d'esprit conduisant aux exactions que la démosophie veut combattre, en offrant à l'individu l'accès aux capacités supérieures de son cerveau. Ce n'est que par l'action individuelle que la civilisation pourra s'orienter vers l'harmonie plutôt que vers l'agressivité. Et c'est grâce à la juste pensée acquise par chacun que les dogmes de toutes sortes disparaîtront. Dogmes qui servent inexorablement à certains hommes pour établir leur dominance sur les autres. L'homme noble, moderne, est celui qui se parfait mentalement dans le but d'être en harmonie avec tout le genre humain. Autrement dit, dans le but d'être simplement un homme digne de ce nom. Tous ces propos ne sont aucunement le résultat de tendances morales ou religieuses, mais du simple bon sens. L'être humain constitue une espèce qui ne peut évoluer qu'en se préservant elle-même d'abord. Et seuls les principes individuels déterminent l'ensemble de l'espèce. En fait, c'est tout le livre qu'il faudrait lire, tellement chaque ligne est juste et franchement bouleversante. Et effectivement, sur l'impact de la parole et de l'expression et du langage sur l'expression des sentiments, on voit aussi que voilà, c'est tout lié, hein, l'expression des sentiments. Et puis, voilà, la richesse du vocabulaire va monter notre parole, qui va nous obliger petit à petit à faire un véritable travail sur soi. Et c'est, oui,
rentrer dans la démosophie comme ça, la lire, la découvrir et essayer de comprendre chacune des lignes, c'est vraiment c'est un travail de découverte de soi-même, de ses propres limites et apprendre à les dépasser et à se remettre en question et à sortir de sa propre zone de confort. Hein. Dans la communication, ça aussi, des fois, on est amené, quand on est malmené, quand on est heurté par les mots, parce que les mots sont du pouvoir. Et j'ai une image de la démosophie qui pourrait être comme un grimoire, comme un livre de magie, parce que j'aime facilement le langage, enfin les images utilisées pour les enfants, je trouve elles ont une valeur quasiment universelle. Et on pourrait très bien s'imaginer que cette démosophie, c'est un livre comme un grimoire rempli d'incantations à soi-même pour se libérer, pour libérer enfin l'homme humain, de façon à ce qu'il prenne le pouvoir sur cet homme animal bestial qui aujourd'hui est là. Et on va dire que la façon la plus évoluée de l'homme animal est en train de diriger l'homme bestial pour l'assouvir et le rendre encore plus bactère. Et aujourd'hui, justement, c'est la fin de cette époque-là. En tout cas, on a une fenêtre de temps qui nous est donnée pour pouvoir nous ressaisir et comprendre pleinement notre mission, mais non pas seulement notre mission en nous-mêmes, mais notre mission les uns les autres et notre mission par rapport à l'ensemble de la nature, de la Terre, de Gaïa. Et il y a fort à parier qu'effectivement, nous soyons les garants de toute forme de vie sur Terre. Et si on voyait les choses comme ça, mesdames et messieurs, si on voyait les choses comme ça, je pense qu'on comprendrait qu'on a une lourde responsabilité. Alors, le but n'est pas de fonctionner à coup de culpabilité, parce que ça ne fait rien avancer, mais juste prendre conscience qu'en tout temps, on a la possibilité de changer ça. Chaque jour, chaque seconde, si on prend ça en conscience, on peut se dire, bon, alors, je ne vais pas me culpabiliser, mais finalement, je peux arrêter dès que j'ai conscience qu'effectivement, je suis en train de tout détruire et que mon but n'est que d'être le garant, un garde-fou de la vie sur Terre, avec un grand V. Moi, je rebondis sur ce que... Alors, Maurice, tu voulais prendre la parole peut-être? Oh, simplement, c'était pour faire remarquer à Delphine, quand elle dit que l'homme est le garant de le maintien de la vie sur Terre, il faut bien voir qu'en même temps, il est le seul danger qu'un jour ça s'arrête, hein, parce que aucun animal avant nous n'a eu un projet d'exterminer quelque autre espèce que ce soit. Certes, il y a des prédateurs et qui se nourrissent. Les lions mangent des gazelles, mais quand il y a plus de gazelles, eh bien, les lions ont moins de progéniture et donc le cheptel des gazelles grossit, ainsi de suite. Donc, il y a des autorégulations biologiques qui se passent dans tous les domaines et ça marche à toutes les échelles au fond de la mer. Quand par hasard il est tombé de la colerpate lexifolia du musée de Monaco, ça a colonisé à grande vitesse les fonds sous-marins à côté, si bien qu'on est obligé de payer des tas de plongeurs pour essayer d'arracher cette herbe nuisible aquatique, etc. Et dans d'autres domaines, c'est pareil, il y a des espèces, je ne sais pas moi, on vient de faire une promenade cet après-midi, on est allé à Saint-Eubaume, qui était un massif pas très loin de Toulon, une cinquantaine de kilomètres, où il faisait un temps agréable et du vent un peu frais en haut, eh bien, on a pu observer dans le haut des chênes des buissons de gui qui sont un parasite naturel de ça, et ça crée un équilibre. On a vu plus loin un arbre qui en est mort, d'autres qui sont morts du lierre qui les étreint, et chaque parasite arrive à détruire certains chênes, mais par ailleurs, d'autres chênes arrivent à pousser, et il y a un équilibre constant biologique de tout ça, parce que c'est une forêt qui est préservée, elle est sur l'ubac de la montagne, et donc pratiquement presque toujours à l'ombre, quasiment toujours, enfin il y a des zones qui n'ont jamais eu un rayon de soleil, et la végétation est très riche et variée, parce qu'il y a d'autres endroits un peu plus éloignés où le soleil pénètre, et on voit aussitôt la démarcation dans la ligne de la végétation entre la zone qui peut recevoir des lumières solaires et l'autre qui ne reçoit que la lumière, mais pas le rayonnement direct, c'est-à-dire pas les quantités d'infrarouge et tout ça nécessaires. Et ça change la biologie locale et en même temps, ça change le régime des champignons qui poussent et des insectes microphages qui se nourrissent des souches d'arbement, etc. Enfin, c'était très intéressant. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, mais enfin, vous allez me pardonner. Je raconte volontiers des petites histoires qui me plaisent bien à la fois. J'espère que vous amusent les auditeurs. Voilà, merci.
Oui, je pense que tu disais ça par rapport à à la place de l'homme sur la planète. Et effectivement, peut-être l'homme devrait-il redescendre aussi, peut-être un petit peu de son piédestal. Voilà, l'homme est utile, mais il n'a peut-être pas la suprématie sur les autres espèces vivantes. Et je pense qu'effectivement, nous, à mon avis, nous sommes dans l'ère de la complétude, hein, qu'elle soit au niveau du masculin, du féminin, de la nature, de l'humain. Donc, il faut trouver la complétude qui, pour moi, est peut-être un mot derrière lequel se cache aussi l'harmonie, l'équilibre. Voilà, il faut trouver ce juste équilibre. Donc, c'est très difficile à trouver parce que la justesse est souvent très difficile à trouver. Mais moi, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Delphine, par rapport aux mots. Alors, quand on disait tout à l'heure qu'effectivement, le manque de vocable qui est absolument effarant aujourd'hui, alors que ce soit chez les jeunes ou d'autres personnes, parce que là, je ne souhaite absolument pas stigmatiser qui que ce soit. Je pense que ça touche toute catégorie de passion aujourd'hui, qui sont censés avoir fait des études ou des personnes qui n'en ont pas fait. Je crois que c'est vraiment un phénomène assez général dans la population. Alors, je me permettrai de parler que pour la population française, je ne sais pas pour les populations étrangères. Donc, ce manque de vocable nous incite à faire monter cette violence, parce que finalement, quand nous n'avons rien à opposer à l'autre, la seule chose qui nous reste, c'est la violence. Et je voulais rebondir aussi, vous savez, le mot est avant tout un son, est avant tout une vibration. Voilà, au début était le verbe, hein, donc j'ai vu aussi quelque part que des scientifiques je ne sais pas si c'était des scientifiques, mais en fait, des personnes avaient réussi à déplacer un bloc de béton rien qu'à la puissance du son. Hein, donc, ça fait vraiment beaucoup de choses, le son. Avant, c'est une fréquence sonore. Et je repense en fait aux travaux qu'avait fait le professeur Emoto. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que du coup, ma communication est instable, a priori. Oui. Le professeur Emoto, donc je ne sais pas si vous avez... Oui, Maurice? Le japonais Mori Emoto, oui, c'est. Voilà, Mori Emoto, qui avait mené une expérience fantastique. Enfin, il en a mené plusieurs, mais notamment, on disait tout à l'heure que nous sommes constitués à 60% d'eau. Hein. Dites-moi si je me trompe, parce que je ne sais jamais si c'est 60 ou 80% d'eau. Mais il avait fait une expérience phénoménale sur l'eau. En fait, il avait mis de l'eau en bouteille et puis il avait demandé, il avait mis sur certaines bouteilles des mots insultants et puis sur d'autres bouteilles, il avait méprisé l'eau et puis sur d'autres bouteilles, il avait On n'entend plus marqué rien. des mots d'amour Nathalie, sur ces bouteilles. Au final de son expérience, il a congelé, était tendre, était plein de gratitude, était plein d'amour pour l'eau. Et bien, ça a été vraiment d'une beauté extraordinaire. Et par contre, l'eau qu'il avait passée, qu'il avait insultée, effectivement, et bien, les mots sont aussi des. Et je crois que quand on a la parole, eh bien, on peut tuer comme on peut faire du bien. Ce sont des armes et il faut aussi faire très attention parce qu'on peut faire beaucoup de mal avec des mots et ça, c'est terrible. On peut en arriver à des suicides carrément et faire attention et arriver à trouver cette justesse de parole dans la vibration que nous utilisons avec les mots parce que ça, c'est vraiment important de prendre ça en considération, en tout cas, à mon avis. Oui, tout à fait, effectivement. Et ça revient vraiment à marquer que les mots sont des outils magiques. Hein. Ils dégagent de l'énergie, des vibrations, comme les silences d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure dans le cadre de cette action qu'on va accompagner demain sur Lyon, eh bien, ça sera probablement aussi en silence. Le silence permet d'accueillir en soi
beaucoup de choses. Et il met Oui, et en plus, magnifiquement en relief des choses, des sentiments. Il nous permet de... D'ailleurs, c'est marrant de voir également comme le silence est quelque chose de redouté dans notre société, hein. On parle des mots, mais on se rend compte à quel point on est vidé de plus en plus, tu l'as dit, du vocabulaire. On fonctionne de plus en plus avec un nombre limité de mots. L'imagination et la création pour travailler le vocabulaire disparaît de plus en plus. Rien n'est fait pour inciter à la créativité. Et également, on est noyé par le bruit. Le bruit en tout genre, il faut toujours qu'on ait un poste allumé ou un écran allumé et puis qu'il y ait du bruit, du bruit, du bruit. On ne sait plus apprécier le silence et même on le fuit en fait. Et le silence est probablement une forme de parole. En musique, le temps du silence compte énormément, tout comme une note, et il permet de mettre en relief des choses, de faire, voilà, oui, c'est ça, de mettre en relief. mais complet, je pense que tu as, enfin, c'est ce que tu as dit mieux que moi ce que je voulais exprimer. Effectivement, on est une civilisation où nous avons peur du silence parce que le silence, quelque part, nous confronte à notre propre vie intérieure. Et en fait, si on se rend compte, tu disais très justement, à mon avis, la semaine dernière, que il faudrait faire partie ailleurs pour construire l'extérieur, mais en fait, c'est de l'extérieur, on se nourrit de l'extérieur. Donc, on est avide de communication parce que Pascal ne disait-il pas l'homme est un roi sans divertissement. C'est-à-dire quand l'homme s'est lui-même, eh bien l'homme a peur de se regarder et toute forme d'amusement, toute forme de divertissement parce qu'on a peur de rester face à soi-même. Donc, et ça, c'est quelque chose à laquelle, à mon avis, il est important de remédier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut nous remplir nous-mêmes notre propre intérieur pour pouvoir l'apporter vers l'extérieur, parce que ça donne de la consommation à tout va, ça donne, je ne sais plus comment on appelle ça, de la consommation, ça porte un mot, ça, quand on va acheter pour remplir, en fait. C'est maladif. À ce niveau-là, on peut dire que c'est compulsif. Hein. Voilà, c'est compulsif, exactement, c'est le terme que je cherchais. Donc, tant qu'on n'aura pas rempli notre intérieur, tant qu'on n'aura pas été visité notre intérieur, tant qu'on ne s'interrogera pas pour savoir... vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on prenait le terme de spiritualité. Il est probable que ce terme de spiritualité choque certains pour X ou Y raisons, qui ne sont pas des raisons qui ne sont pas valables. Voilà, parce qu'on a nos filtres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et finalement, quand on fait preuve de rejet, et puis voilà, tout simplement, on rejette parce que quelque part, il y a la peur qui est là. Il y a quelque chose qui nous fait peur là. Et si on ne va pas visiter ces peurs, eh bien, effectivement, nous n'atteindrons jamais la parole juste ou le mot juste, d'où l'utilité aussi de la communication. Et tant qu'on n'aura pas rempli notre vide intérieur, nous serons d'insatiables consommateurs et nous n'apprécierons pas le silence. Vous savez, en alchimie, on dit le silence est droit. On dit quoi en alchimie? Ça un peu coupé. Le silence est d'or. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pas innocent que, effectivement, on parlait de religion tout à l'heure, c'est pas innocent que le silence soit... voilà, soit le cadre de prière, des méditations, parce qu'on va visiter notre intérieur. Et l'homme moderne, du moins l'homme occidental, puisque je pense que c'est plus inhérent aux sociétés occidentales, on a vraiment du mal à faire le silence. Et si on a tant de mal à écouter, cette écoute est pénible pour nous parce que justement, il nous faut faire le silence et que la parole est là pour remplir des silences. Voilà, mais quand on a un débit de parole énorme, ça cache souvent la peur du vide et puis la peur du silence. Voilà. Je voudrais revenir une seconde sur ce que tu disais tout à l'heure et quand j'ai évoqué la réflexion de Camus, effectivement, à mon époque, quand j'ai fait mes études, c'est-à-dire dans les années entre 55 et 70 par exemple,
eh bien, on utilisait encore parfois à l'école un dictionnaire d'Émile Littré, donc qui a laissé son nom au dictionnaire éponyme, le Littré, on disait à l'école. Et ce monsieur a écrit par ailleurs quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « Le premier devoir d'un homme, c'est de s'instruire. Mais le premier devoir d'un homme instruit, c'est d'instruire les autres. Et ça, ce devoir-là, il est de moins en moins bien rempli parce qu'il ne se remplissait pas qu'à l'école, mais dans le lien dans la famille, etc. Et c'était très important. D'autre part, je voudrais revenir sur une petite échange qu'on a eu justement, Nathalie et moi, il y a un jour ou deux, quand elle m'a dit qu'un jour, elle a été, comment dire, elle a eu une illumination dans un monument ancien, une cathédrale ou autre, quand elle a compris intuitivement que les deux voûtes d'une ogive tiennent par miracle parce que les deux forces antagonistes s'opposent dans la clé de voûte qui, elle, subit une pression égale des deux côtés. Et je lui ai fait remarquer que si on enlève cette clé de voûte, eh bien aussitôt, l'édifice s'écroule, bien entendu, parce que les forces antagonistes ne sont plus opposées et chacune s'exerce de son propre poids par la gravité et fait tomber l'ensemble. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je pense tout en termes de physique parce que c'est mon métier, je connais que ça. Mais il ne peut pas y avoir dans quelque domaine que ce soit une action sans réaction. Hein. Vous pouvez faire ça en chassant les mouches, et bien en même temps, vous allez louper la mouche, vous allez ici faire du courant d'air, comme les pales des ventilateurs qui, les brassant de manière plus efficace, vous feront un courant d'air sur la figure quand vous aurez trop chaud. Vous voyez, ça va dans tous les domaines. Je voulais dire aussi au sujet du Gaïa, là, je me souviens il y a quelques années, peut-être une bonne quinzaine quand même, avoir acheté un bouquin dont je ne sais plus exactement le titre, qui a été écrit par quelqu'un dont, si ma mémoire ne me trahit pas trop encore, s'appelait quelque chose comme Falco, qui était un ancien bras droit du commandant Cousteau. Et il parlait de tous les dégâts que l'homme fait à la planète. Et il terminait par une note effectivement un peu pessimiste, mais qui a son mérite. Il disait, au fond, l'humanité fait tout pour disparaître le plus vite possible, mais peut-être que justement c'est ça son destin, parce que si on examine le fonctionnement du monde, le seul dysfonctionnement repérable, il ne tient qu'à l'homme. Les animaux se comportent tous selon leur propre nature, les équilibres sont respectés et tout. Il n'y a que l'homme qui a foutu du bazar dans la planète. Il a fait des choses merveilleuses comme des cantates de Bach ou des symphonies de Beethoven ou n'importe quoi, des tableaux ou tout ce qu'on veut. Mais est-ce que tous ces merveilles qu'il a créées, est-ce que ça contrebalance les millions de morts qu'il a fait, la haine qui s'est développée, tous les suicides qu'on a fait par personnes interposées, etc. Et enfin, il concluait sur une note un peu pessimiste, il dit oui, je suis persuadé que l'humanité va disparaître. Eh bien, c'est tant mieux parce que c'est la seule espèce nuisible sur Terre. Et donc, peut-être que la Terre, au nom de Gaïa, va se débrouiller à coups de volcans, d'éruptions terrestres, de raz de marée ou quoi, et éradiquer l'agent humaine, qui est le seul fouteur d'embrouille sur cette planète. J'avoue que ça m'avait pas mal touché parce que c'est un monsieur qui était particulièrement versé dans l'écologie, dans la préservation des écosystèmes sous-marins, etc., et qui avait un passé d'explorateur avec son compagnon Cousteau, enfin son commandant Cousteau. Et donc, j'ai beaucoup médité souvent là-dessus, et au fond, objectivement, il a raison, hein. Et ça conduit tout naturellement à se dire, est-ce que l'humanité va un jour accoucher d'un homme avec une H majuscule, un vrai, digne de ce nom? Ben, à dire au vrai, les paris sont encore ouverts, mais il n'est pas sûr qu'on puisse le gagner. Et ça me fait penser aussi à la réflexion du grand médecin Claude Bernard qui disait, et comme il y a le Covid, c'est peut-être le moment de le dire, les bactéries ou les microbes sont en compétition avec l'humanité pour dominer la planète, mais nul ne sait à présent lequel triomphera de ce combat de titans. Voilà, pour l'instant, on en est là. Eh ben, je voudrais quand même juste signaler, Maurice, que si tu es démosophe, tu es forcément tourné sur une solution optimiste à cette problématique. Et à ce sujet, je voudrais proposer une hypothèse ou une lecture peut-être quand Éric écrit à la page 205 « L'homme noble moderne est celui qui se parfait mentalement dans le but d'être en harmonie avec tout le genre humain. » Tout le genre humain. Autrement dit, dans le but d'être simplement un homme digne de ce nom. Si on part du principe que l'homme noble est capable d'être en harmonie avec tout le genre humain,
et si on considère que dans ce genre humain, il y a encore des hommes animaux, animaux prédateurs. Ça doit vouloir dire que l'homme noble a aussi pour mission d'accompagner l'homme animal prédateur et de lui démontrer suffisamment d'attention et de bienveillance de façon à le faire évoluer progressivement sur un stade d'homme humain puis d'homme noble. On pourrait donc imaginer que l'homme noble a pour but d'éduquer l'homme animal prédateur et que même s'il y a peu d'hommes nobles parmi nous sur la Terre, il y en a forcément quelques-uns, eh bien leur mission effectivement, et notamment au travers d'une philosophie comme la démosophie, pourrait être de nous amener à réfléchir, donc à élever nos pensées, et donc de nous amener progressivement au stade au moins d'homme humain. Donc cet homme animal, il ne faut pas vouloir le tuer, il ne faut pas vouloir s'en débarrasser. Au contraire, c'est notre réservoir d'hommes humains et même d'hommes nobles. Il appartient à l'homme noble et à l'homme humain autant qu'il le peut d'accompagner cet homme animal, de lui tendre la main et de lui montrer toute la beauté de l'humanité, de façon à ce que cet animal prédateur baisse petit à petit son agressivité et utilise sa création non pas au service de ses instincts, mais au service de quelque chose de beaucoup plus noble. Hypothèse de travail. Oui, puis je rajouterais juste pour ma part que je vais aussi dans le sens que tu viens de montrer, parce que finalement, sans l'homme animal, l'homme humain ne pourrait pas savoir qu'il est un homme humain. Et que voilà, c'est peut-être aussi l'homme animal qui permettra à ceux qui sont d'être des hommes humains. Je pense que effectivement, ce que nous vivons aujourd'hui, comme on le disait la semaine dernière, on a deux façons de regarder la chose. Alors, je sais pas, peut-être, je sais pas si tu veux passer la diapositive, tu sais, avec le cylindre. Hein, on va peut-être voir ça après. Je pense aussi que l'homme noble, quelque part, c'est aussi celui, comme tu disais, qui sait transmettre sa foi en des choses positives, voir les choses positives du côté positif, selon le positionnement de l'homme noble. Ça ne veut pas dire réfuter qu'il y a des choses qui ne sont pas, réfuter, pardon, les choses négatives. Ça veut dire savoir transformer. Et là, on est encore dans le travail de l'alchimie. Ça veut dire transformer le plomb en or, hein, donc permettre à l'obscurité de retrouver la lumière, pour parler en ces termes-là, mais on pourrait y associer d'autres termes. Je ne sais pas si tu arrives à retrouver le slide. Voilà. Alors ça, c'est une image que j'aime beaucoup, parce que finalement, si on part, on va dire la crise Covid, c'est la réalité. Et effectivement, eh bien, vous voyez que pour une même réalité, eh bien, nous pouvons avoir deux reflets différents de cette réalité. Et finalement, on se dit, quand on voit les deux reflets, la question est qui a raison? Et effectivement, eh bien, on voit que les deux reflets sont la vérité, mais c'est la vérité de chacun en fonction de l'angle avec lequel il regarde cette même réalité. Et finalement, on disait tout à l'heure avec Delphine, imagine que moi, je vois le reflet rond et puis que toi, tu vois le reflet carré, ou inversement, peu importe. On pourrait très bien se dire, ah, mais si, c'est rond. Mais Delphine, elle va me dire, mais non, c'est carré. Moi, je vais dire, mais si, c'est rond. Mais non, c'est carré. Mais non, je te dis que c'est rond. Et finalement, on va en arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, un conflit. Nos inconscients vont s'opposer, alors que finalement, la démarche de l'homme noble, mais ta vie du libre penseur,
serait de dire, bon, ben écoute, Delphine, en femme noble qu'elle est, va me dire, bah, écoute Nat, tu sais ce qu'on va faire, tu vas prendre ma place, tu vas adopter mon point de vue, et puis moi, je vais adopter ton point de vue. On va changer de place, on va prendre de la hauteur, ou on va regarder les choses différemment. Et on s'apercevrait à ce moment-là qu'en épousant le point de vue de l'autre, c'est-à-dire l'angle de vision de la personne, de notre interlocuteur, et bien finalement que nous avions toutes les deux raison, et que finalement, nous n'avions qu'un seul paramètre d'une même réalité. Et pour terminer, moi, ça me rappelle un film extraordinaire qui m'a toujours marqué, qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus, avec ce professeur de littérature extraordinaire qui faisait monter ses élèves sur la table, qui les faisait se mettre sous la table à des angles différents pour leur montrer qu'effectivement, en fonction du point de vue que l'on adopte sur une même réalité, eh bien, il se peut que nous ne voyions pas la même chose, mais nous ne voyons finalement qu'un seul point de vue et que la véritable communication, l'homme noble, libre penseur est celui qui va adopter le point de vue de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il va adhérer à ce point de vue, mais en tout cas, il va l'étudier et il va essayer de le comprendre. Et après avoir écouté, il aura entendu, c'est-à-dire entendu dans le sens de compris. Voilà. Merci, merci capitaine, oh mon capitaine. Waouh, belle intervention. Tous les spectateurs ne l'ont peut-être pas vu, alors c'est un mot repris du film, hein, bien sûr. C'est pas une insulte ou une moquerie, ça va sans dire. Et on ne peut qu'inviter à aller le voir, effectivement. Et évidemment, il faut remarquer aussi que la réaction de la hiérarchie et de l'école en question, évidemment dans la droite ligne du NWO, là, je ne sais plus comment on le dit, enfin, Nathalie saurait le dire en anglais parce que moi je ne sais pas l'anglais, de le virer quand même à le propre. Donc, voilà. Je répète, on l'a viré tout de suite parce qu'il était dangereux. Il voulait apprendre aux élèves à réfléchir. Alors, vous pensez, si on commence comme ça, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Et bien voilà, on en est arrivé à ça. Je l'ai expérimenté ce matin même, où j'ai voulu expliquer que le masque était illégal ou n'était pas bien, disons, pour la santé. Et la personne m'a dit, je m'en fous, je veux rien savoir, vous mettez votre masque, sinon j'appelle la sécurité. Voilà. Donc, on en est à un tel point où effectivement, les gens ne souhaitent même plus raisonner, puis voilà où nous sommes arrivés. Donc là, Maurice, tu avais raison. Eh bien, on arrive à un point dramatique. Voilà. Il faudrait quand même faire remarquer à ces personnes que si ce masque et les prétendus gestes barrières, il faut leur faire remarquer que quand on parle de barrières, les barrières sont toujours étanches de quelque côté qu'on veuille la traverser, à quelques projectiles ou personne que ce soit. Je veux dire, quand on met des barreaux aux fenêtres d'une prison, ça n'empêche pas que les prisonniers de sortir vers la liberté, ça empêche aussi des gens libres de vouloir se constituer prisonniers de force, parce que c'est tout aussi infranchissable dans un sens que dans l'autre. Alors, si le prétendu masque protège réellement contre des particules physiques, matérielles, quelle que soit leur dimension, un seul masque suffit pour protéger deux personnes à la fois celui qui le porte et celui qui ne le porte pas. Parce que si celui qui le porte est protégé vis-à-vis des impédiments, des particules que celui qui ne l'a pas pourrait y envoyer, par définition même, celui qui a le masque ne peut pas en envoyer sur celui qui n'en a pas. Donc, deux masques pour deux personnes, c'est complètement stupide. Et là, ma tête sur le bio, je le maintiendrai toujours. Parce qu'on peut prouver physiquement, avec des expériences bien faites et documentées, et identifiables et démontrables à l'absolue nécessité, qu'il est impossible qu'une barrière soit franchissable dans un sens et dans l'autre. Je parle de ce masque en papier, bien entendu. Il est faux qu'il y ait des produits pharmaceutiques ou chimiques sur une face et pas sur l'autre, etc. Donc que vous le mettiez
dans un sens ou dans l'autre, la protection est la même, c'est-à-dire égale à 0. Elle est complètement nulle, ça ne protège de rien d'autre que des contraventions à 135 €. Point final. Tous les scientifiques sont tous d'accord sur cet aspect des choses parce que c'est la vérité et que la vérité, elle a le mérite d'être opposable à tous les mensonges de la Terre. La vérité, elle est unique et infalsifiable. Tous les raconteurs, toutes les pseudo-expériences mal faites, toutes les bêtises qu'on raconte, ça, ce ne sont que des mensonges. Voilà, ce qu'on appelle le langage populaire des menteries. Et c'est bien dit et ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà mon avis. Juste le dernier point, c'est comment détourner de l'argent honnêtement gagné à des voyous. Voilà, c'est tout simple. Il y a plusieurs façons de le faire et c'est une des façons et on y arrive bien. Bref, voilà. Et ceux qui ne le croient pas et qui ont l'avantage de boire du café le matin, eh bien, ceux qui utilisent un filtre à café, je vous prie de le retourner à l'envers et de le remettre au-dessus de la tasse ou de la cafetière. Vous verrez que le café aura le même goût que les autres jours et que vous obtiendrez rigoureusement le même breuvage. Voilà, ça c'est une preuve matérielle qui est facile à obtenir. Merci Maurice. 21h59, on va bientôt terminer l'émission pour ce soir, en tout cas, l'émission de la démosophie. Nathalie, un dernier petit mot de la fin sur cette... Oui, alors je voulais juste rajouter quelque chose que j'avais omis de dire tout à l'heure quand on a parlé de ce qui se passait demain. Alors effectivement, il y a eu un petit souci de compréhension et d'information donnée très certainement pas de manière suffisamment adéquate. Ce ne sont pas les femmes qui vont rester les mêmes femmes qui vont rester 3 jours dans la cathédrale. Il y aura un roulement, c'est-à-dire que des femmes vont sortir, d'autres vont rentrer en fonction de leurs arrivées et puis de leurs impératifs personnels. Après, si des femmes veulent rester dans la cathédrale, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Voilà, il n'est pas question d'obliger tout le monde à dormir dans la cathédrale au froid. C'est un roulement durant les 3 jours. Moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, Delphine, mais je n'ai pas d'informations sur une heure précise. Je pense que c'est à chacun qui arrive. Voilà, je pense que ça va se faire tout au long des 3 jours, sans heure précise, je ne sais pas. Oui, voilà, il faut sans heure précise exactement. J'avais recherché les horaires d'ouverture. Il me semble que c'est à partir de 8h30 ou 8h45 que la cathédrale ouvre ses portes et jusqu'à 19h. C'est ce que j'avais remarqué sur justement les actions que j'avais récoltées au niveau des informations de la cathédrale elle-même. Donc, je vais préciser ça là dans l'instant. Au niveau des horaires d'ouverture, voilà, web archive. Je crois que c'est là-dessus que j'ai les infos. Donc, ils donnent, c'est sur leur site à eux. On va voir ça tout de suite. Un petit instant. Il me semble. Donc, il y a des offices donc, du lundi au vendredi, 8h15 à 19h45. Sachant que peut-être qu'à 18h, je ne sais pas trop comment ça se passe sur Lyon. Voilà. Lundi, le samedi de 8h15 à 19h, le dimanche de 8h à 19h. Voilà. Les horaires officiels de l'ouverture de la cathédrale. Donc, je pense qu'on va se relayer au fur et à mesure en fonction des contraintes liées au déplacement. La consigne habituelle, c'est évidemment un acte qui est personnel et donc organisation plus ou moins sous le couvert des référents 69. Donc, vous avez Philippe Laurent qui est référent 69 et Benoît qui vous guideront dans Lyon, qui vous orienteront un peu plus.
mais la même consigne que sur Paris. Donc, on essaye d'arriver maximum 2 par 3, mais en tout cas, en aucune manière en attroupement. Toujours, bien sûr, ce n'est pas une manifestation, c'est quelque chose d'intérieur qui permet justement de se relier à cette énergie sacrée. Et puis derrière, pas de revendication, pas de manifestation violente, bien sûr, ou d'expression violente, pas de provocation. Et ça, ce sont toujours les mots d'ordre habituels de nos je dirais, de nos rencontres. Voilà. Je pense qu'on reste toujours ces mêmes consignes. Pas de signe d'hostilité, pas de signe de violence, évidemment. Alors, merci Delphine. Merci Nathalie. Merci Maurice. Merci Paul. Paul Merci à tous pour nous avoir suivis ce soir pour cette deuxième émission dédiée à la démosophie. On se retrouve mercredi prochain pour la suite des thèmes. Et puis surtout, on se retrouve vendredi à 20h30 pour continuer les émissions du CNT. Allô Président. Merci encore. Très bonne soirée, très bonne lecture, bien sûr. Et à très vite. Bonsoir à tous.